Coopération agricole Occitanie. Donc, on est ravis de vous accueillir sur ce second webinaire qu'on organise dans le cadre de l'action stratégie, une des actions du contrat agroalimentaire qui en comprend une dizaine. Donc, sur chaque action, on a des pilotes, des copilotes, AREA et la Coopération agricole Occitanie. Donc, sur cette action-là, c'est Vincent Delagarde et Alix Pavie, à qui je vais donner la parole, qui vont vous présenter un petit peu notre atelier du jour. Voilà, donc Vincent, je vous laisse poursuivre sur la présentation de l'action. Bonjour à toutes et à tous. Vincent Delagarde, directeur de l'AREA Occitanie. 2 mots sur le contrat agroalimentaire, puisque le webinaire organisé aujourd'hui l'est dans le cadre du contrat agroalimentaire. Le contrat agroalimentaire, c'est un plan d'action qui a été mis en place il y a maintenant un petit peu plus d'1 an par la coopération agricole l'AREA, avec le financement du Conseil régional et de l'État, et qui a pour objectif d'accompagner, d'entraîner les entreprises agroalimentaires du secteur pour assurer leur pérennité et leur développement selon un objectif qui a été défini par les professionnels eux-mêmes et qu'on appelle le grand dessein. L'objectif qu'on s'est donné, le grand dessein pour le secteur agroalimentaire, horizon 2025 défini par les professionnels, est ainsi défini: développer en Occitanie une alimentation plaisir plus saine et plus durable avec des entreprises créatrices de valeur sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est l'objectif qu'on poursuit avec un plan d'action qui comprend 10 actions, Catherine l'a dit, et parmi les 10 actions, il y a une action qu'on a appelée stratégie TPE-PME, dans le cadre de laquelle le webinaire d'aujourd'hui est organisé. Et je vais laisser Alix vous dire 2 mots de cette action stratégique. Donc, bienvenue à tous, effectivement, pour ce deuxième webinaire de l'action stratégie. Parce qu'effectivement, nos TPE, PME agroalimentaires de la région ont encore besoin de se doter ou alors de renforcer leur réflexion et leur plan stratégique. Alors, oui, se doter d'un plan stratégique, c'est bien, encore faut-il avoir les moyens de le faire, de lancer cette réflexion, parce que les dirigeants sont parfois peut-être un peu démunis en termes de temps, en termes de management ou de compétences pour le faire. Donc, on vous propose ces webinaires et donc nous avons le grand plaisir vraiment d'accueillir Cédric Ménétrier, qui est consultant et fondateur du cabinet GW Conseil, qu'on connaît depuis très longtemps, qui sont d'ailleurs partenaires d'une autre action qui est notre action RSE. Il en dira un petit peu plus lui-même sur ce qu'ils peuvent proposer. Mais c'est vraiment cette équipe de GW Conseil, des gens voilà, qu'on peut vous recommander. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on les accueille. Donc, je crois que Cédric va aborder différents points, comment notamment aider le dirigeant avec les autres ressources de l'entreprise, comment est-ce qu'il peut aussi se dégager du temps, comment est-ce qu'il peut capitaliser, comment est-ce qu'il peut mettre en place un management qui favorise cette stratégie. Donc, je vais lui laisser la parole. N'hésitez pas, je crois, Cédric, que tu acceptes les questions au fur et à mesure. Vous pouvez soit par micro, soit par le chat, et puis il y aura des petits groupes qui seront faits avec Cédric. Voilà, à toi la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravi d'avoir un temps avec vous aujourd'hui pour évoquer ce sujet. Donc, comme Alix vous l'a dit, alors je ne suis pas le fondateur de GW Conseil parce que le cabinet a été créé il y a 40 ans. Je n'étais pas encore dans un berceau, mais je n'étais pas très vieux, on va dire. Par contre, je suis le 3e gérant du cabinet. Et notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans les transformations qui leur sont nécessaires pour préparer leur avenir. Donc, penser l'après, c'est un peu notre quotidien. Moi, perso, c'est une passion. Alors, peut-être que c'est mon côté curieux qui m'a toujours amené là-dessus, mais j'avoue que je suis toujours en recherche de savoir ce qui va se passer dans le futur, et donc très heureux d'animer ce thème aujourd'hui avec vous. Mon ambition, c'est de faire quelque chose d'assez interactif, parce que c'est un sujet où le partage d'expérience est aussi super intéressant, je pense. Du coup, je vais utiliser un outil qui s'appelle Klaxoon. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé. Pour d'autres, ça va être une première.
Si vous y arrivez à vous connecter, c'est parfait. Si vous n'y arrivez pas, ça ne vous empêche pas de suivre. Donc, ne vous stressez pas avec la technique. Donc, pour utiliser cet outil, je vous invite à aller sur la petite bulle chat qui est en haut de Teams. Bonjour. Et du coup, vous allez trouver un lien que j'ai déjà posté qui vous permet de rejoindre Klaxoon. Et moi, je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous verrez le tableau Klaxoon. Donc, quand vous rejoignez Klaxoon, on vous demande juste de mettre un prénom. Vous pouvez mettre prénom, nom d'entreprise si vous le voulez. Je vous laisse tous vous connecter. J'ai pas compris à quel endroit on pouvait trouver Klaxoon, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez le trouver dans la bulle du chat. Donc, dans le moi, chat. je ne l'ai pas non plus. Hein. Non, il n'y est pas. Il y a une petite sinon, je vais... qui s'appelle afficher la conversation. Et quand vous l'ouvrez, en fait, il faut remonter tout en haut de la conversation. Bah ouais, mais... Ah oui, je l'ai mis en premier. Mais sinon, je vais vous le remettre à l'écran aussi. Donc, regardez. Hop. Je vais vous le remettre. Hop. Voilà. Je vous ai mis à l'écran, là, dans l'écran partagé, vous avez un QR code. Oui. Donc, vous pouvez l'utiliser avec votre téléphone. Vous mettez juste votre téléphone devant, en mode photo, devant le QR code. Vous n'avez pas besoin de prendre la photo. C'est juste l'appareil photo qui va reconnaître le QR code, qui va vous ouvrir un lien Internet. Donc ça, c'est une façon de faire pour ceux qui veulent utiliser leur téléphone. Et puis, pour les autres, vous pouvez taper dans votre navigateur Internet l'adresse qui est ici. Et je vous ai sinon remis le lien dans la conversation. Ouais, maintenant, c'est bon. Ouais, c'est bon. On l'avait pas. On l'avait pas. Prenez 2 minutes. Faut rentrer un pseudonyme. Vous pouvez noter votre prénom ou un surnom si vous avez envie. Enfin, tout est autorisé. Votre petit surnom. Je vais même vous proposer un premier exercice juste pour faire l'accueil et s'assurer que tout le monde est bon sur la technique. Hop. Ok. C'est bon pour tout le monde? Oui. Monde. Allez, je vais fermer la fenêtre Klaxoon. Toc. Non, Et du coup, j'y suis pas. c'est pas grave. Ceux qui ne sont pas encore, vous ne stressez pas avec ça. Ça vous permettra pas de. Vous pourrez suivre quand même. Hein, ça va juste alimenter la discussion. Pour ceux qui sont connectés, donc vous voyez, vous avez sur votre téléphone un bouton plus comme ça qui vous permet de poster des idées. Donc il y a des moments où je vais vous solliciter pour participer et échanger. Et pour tester maintenant, vous pouvez poster juste votre prénom et un adjectif qui qualifie un peu votre humeur du moment. Comme ça, voilà, ça fait un petit test. Et puis, on va voir qui est là. Donc voilà, moi, j'ai posté le mien. À vous de jouer. Vous pouvez le faire du coup avec votre téléphone ou avec... votre ordinateur pour ceux qui utilisent l'ordinateur. Super. Bernard est fatigué, Michel est curieuse, Alix enthousiaste. Oh là, il y a beaucoup de curieux. Simon, humeur douce. Alors, Jean-Marc a répondu dans la conversation. Ah ouais, il faut que je le fasse où, pardon. Ouais, Une fois que vous êtes sur Klaxoon, il y a un petit plus en bas. Je montre avec ma souris à l'écran, là. Hop. Vous l'avez. Oui, d'accord. Ok, mais là, ok. Bon. Là-dessus. Et vous écrivez dans la grosse zone jaune qui s'ouvre. Et là, je peux plus y aller. Bon. C'est comme un post-it, en fait. Ouais, d'accord. Un post-it numérique, voilà. Et on envoie avec la petite flèche verte en haut. Voilà. D'accord, attendez, On a de la bonne humeur qui arrive. Alors, j'y reviens, pardon. Ouais, ok, allez, je remets. Allez.
Oui, certains connaissent déjà, hein, pour ceux qui ont participé au think tank RSE, ils connaissent déjà Klaxoon, ils ont Allez. déjà utilisé l'outil, comme Bernard par exemple. Voilà. Super. Eh ben, on va démarrer avec ça. Voilà. De toute façon, on va utiliser Klaxoon. Parfois, on va l'utiliser en sous-groupe. Du coup, ceux qui sont à l'aise avec la technique feront le rapporteur et posteront les idées. Et puis, les autres pourront juste participer à la conversation et alimenter le rapporteur. Donc, ne vous stressez pas avec la technique. C'est juste un moyen pour un peu plus d'interactivité et pour que ça soit agréable. Alors, penser l'après, moi je vous disais que c'est quelque chose qui me passionne. Je sais que quand j'en discute avec les dirigeants, il y en a qui sont très intéressés par ce sujet, qui consacrent déjà beaucoup de temps, d'autres qui ont du mal à y aller, d'autres qui disent ouais, à un moment, le business déjà au quotidien, c'est déjà pas mal, penser l'après, c'est autre chose. Moi, j'ai l'un de mes mentors professionnels qui faisait tout le temps un jeu de mots qui m'a marqué et que j'ai un peu toujours gardé en tête, qui est de savoir comment on écrit l'après-vente. Donc l'après-vente, vous pouvez l'écrire l'après vente ou vous pouvez l'écrire là, plus loin, pré-vente. Pour moi, ce jeu de mots, il est marquant parce que ça introduit bien le sujet en fait. Hein. Penser l'après, c'est aussi préparer l'activité commerciale d'aujourd'hui. Donc en capitalisant sur le passé, on peut aussi préparer le futur. Donc tout se tient hein, finalement. Penser l'après, c'est assez ancré dans le présent. Alors la première question que j'aurais, je vais utiliser Klaxoon pour faire ça, c'est que j'aimerais bien savoir pour vous, qu'est-ce que ça veut dire en fait penser l'après dans le langage de l'entreprise? Ça veut dire définir quoi penser l'après? Pour ça, je vais vous proposer un petit sondage. Hop. Dans une seconde, je vais vous l'afficher. Sur l'écran Klaxoon. Normalement, vous devez voir mon sondage. Et donc, vous pouvez cliquer dessus 2 fois. Ça va vous l'ouvrir. Et là, vous allez pouvoir répondre donc en postant des mots. Si vous faites des groupes de mots, je vous invite à écrire le groupe de mots comme si c'était un seul mot. Si par exemple, s'il y en a qui veulent mettre, je sais pas moi, plan d'action, ils écrivent plan d'action en un seul mot. Où est-ce qu'on le trouve, ce... Sur Klaxoon, toujours sur Klaxoon. Alors, sur Klaxoon, en fait, en haut à droite, là, vous avez un petit carré gris, vous voyez dedans un tout petit rectangle rose, vous cliquez dessus, ça va vous mettre sur le rectangle rose, et quand vous cliquez encore dessus, vous ouvrez le... Normalement, j'ai synchronisé tout le monde, donc vous devriez être Non, ça dessus marche directement pas. sur Klaxoon. Le synchro, non. Alors, idée... Ah, là, ok, d'accord. Vous double-cliquez, voilà, et puis vous pouvez poster des mots. Après, si vous avez un souci, vous pouvez parler, et puis moi, je peux On les écrire. poste pour vous. Exactement. Vous avez reçu ou pas? Il y a des Ouais. premiers, Oui, des il y en premiers a mots. qui arrivent là. D'accord. Parce qu'on ne voit pas si ça se poste en fait. Je vais vous l'afficher après le résultat. Anticiper, adapter, être en veille. Moi, j'ai mis prévoir l'avenir, mais je ne sais pas si vous avez. Moi, je vais l'écrire pour vous, sinon. Oui. Donc ça veut dire définir quoi, penser l'après? Qu'est-ce qu'on cherche à définir en fait quand on pense l'après dans une entreprise? Alors là, on a trouvé du sens, analyse marché, anticiper les mutations, avenir. Les besoins des consommateurs. Ouais, besoin des consommateurs. Je l'écris pour vous, hein, comme ça, Cédric peut se concentrer. Ok, on va arrêter le partage. Donc, le mot qui a été cité avant tout, c'est d'anticiper, de s'adapter.
programmer. Donc, il y a des verbes d'action comme ça, prévoir l'avenir. Et puis après, en termes de qu'est-ce qu'on peut prévoir, il y a des besoins, vous avez mis l'analyse de marché. Alors, l'analyse de marché, c'est peut-être plus quelque chose qui permet à aujourd'hui de se projeter dans l'avenir, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on va livrer. Des évolutions stratégiques. Qu'est-ce qui est marqué d'autre? Prévoir mutation, prévoir les mutations à venir. Ouais. Alors, je suis contente de voir GPEC aussi. Ouais, il y a GPEC qui apparaît, donc gestion prévisionnelle des emplois et compétences, qui va être un moyen, effectivement, à la fois de traduire un peu cette vision qu'on peut avoir de l'avenir et de l'accompagner en termes d'emploi et de compétences. Il y a l'intuition aussi qui ressort. L'intuition. Donc là, dans la réponse que je vois, c'est qu'il y a un mélange entre les moyens qui peuvent être à disposition, comme par exemple l'intuition, la sensibilité, l'analyse de marché, etc. Et puis, il y a ce qu'on cherche à définir, qui peut être effectivement mon projet emploi-compétences, l'évolution stratégique, éventuellement, quelles vont être les demandes des consommateurs dans le futur, des choses comme ça. Donc, c'est bien deux choses à distinguer. Alors, moi, je vais essayer de vous présenter un peu comment je vois les choses. Du coup, je vais vous partager un autre écran. C'est vrai qu'en stratégie, c'est à la fois le processus de stratégie et le plan stratégique. Donc, effectivement, à la fois les moyens et ce qu'on cherche à obtenir. C'est ça. C'est un petit peu long d'afficher la diapo, mais j'arrive. Je vais faire que vous ayez le visuel sous les yeux, ça sera plus simple. Désolée, hein, la technique est un peu dure à suivre au début, mais ça va, ça va s'améliorer. Voilà. C'est un peu long avec Teams quand on est très nombreux. Voilà, vous avez une diapo à l'écran. Donc l'après, c'est quoi? On peut se poser plein de questions. Moi, ce que je trouve fondamental quand on commence à penser l'après, c'est de savoir concrètement ce que l'on cherche à définir. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être définies. Mais le premier point, déjà, c'est d'avoir un point d'ancrage parce que penser l'après, on peut partir tout azimut. On peut vite se perdre, hein, surtout quand on commence à regarder des trucs de prospective sur l'avenir. C'est ultra vaste. Et du coup, ça peut avoir une tendance un peu vertigineuse et de se perdre. Donc, pour penser l'avenir, pour moi, déjà, la première chose, c'est d'avoir les pieds sur terre et de savoir concrètement quelle est sa raison d'être, quelles sont les valeurs auxquelles on tient et que on souhaite garder à l'avenir, pour pouvoir aller chercher dans la réflexion vers le futur les choses qui vont pouvoir nous alimenter, auxquelles on doit se préparer, mais qui sont en cohérence avec ce qu'on est à la base. Ça, déjà, pour moi, c'est un point fondamental. C'est un peu les racines de l'arbre que je vous ai mis à droite. Ensuite, une première chose qu'on peut faire quand on pense à l'après, c'est d'essayer de définir une vision de ce que va être l'après. Donc, quel va être mon métier? Comment je le vois? Comment je l'imagine dans 3, 5 ans? Donc, mon métier, mais aussi mon environnement professionnel. Hein. Comment j'imagine la concurrence dans 3 ans? Comment j'imagine mes partenaires, mes clients, toutes les dimensions en fait qui font votre écosystème d'entreprise. Donc ça, c'est la vision. Hein, c'est Donc, vraiment... aussi les parties prenantes. Voilà.
Donc, définir la vision sur la base des parties prenantes. Frédéric. Oui, excusez-moi. Ce que je veux dire, nous on est dans le fromage, enfin dans l'agroalimentaire. Il y a aussi une dimension importante par rapport à ce que vous dites, c'est que souvent on court après ce qui nous est imposé de l'extérieur. Et moi, à 80% de mon métier, je cours après ça. C'est-à-dire que je travaille sous prescription dans plein de domaines. On a parlé de la GPEC, mais également la loi AGEC ou le RSE, etc. Toutes ces choses-là. Et donc tout ce que vous dites, c'est effectivement fondamental et très important. Mais il y a quand même une grosse dimension, il y a quand même un gros boulet dans les chaussures qui est également ce qui nous est vraiment imposé par l'extérieur. Les législations, les normes, toutes ces choses-là. Complètement. Donc là, on n'est pas dans penser l'après, on est dans réagir au présent, quoi. Oui, mais ce sont des choses qui nous sont imposées pour aborder l'avenir également, parce que toutes ces lois, la loi AGEC, par exemple, ce sont des choses qui sont prévues pour 2022, 2023, etc., etc., quoi. Complètement. Et puis donc, nous, de toute façon, on a tout le temps. Moi aussi, je suis dirigeant d'entreprise, donc j'ai la même problématique que vous, hein. On ne peut pas que penser l'avenir. Il y a des choses qu'on n'a pas vu arriver et on s'adapte, hein. Je pense que le Covid, il n'y a pas grand monde qui l'a vu arriver quand même. On a bien dû s'adapter de manière réactive. Donc, penser l'après, c'est essayer d'anticiper justement pour préparer des choses que je vais un peu moins subir. Du coup, ça peut être par exemple s'intéresser à des lois qui sont en train d'être réfléchies, qui sont pas sorties, mais où je peux déjà sentir une tendance et du coup commencer à préparer ma structure pour m'y adapter parce que je sais que potentiellement ce type de loi-là va m'impacter fortement. Ça, c'est vraiment penser l'avenir. Après, une fois que la loi elle est sortie et qu'on vous demande de vous mettre en conformité avec la loi, pour moi, c'est plutôt réagir. Donc, je vais essayer aujourd'hui plutôt de m'orienter sur penser l'après et un peu moins sur réagir, sachant que les deux sont présents dans notre quotidien. On ne peut pas tout anticiper. Il y a des choses, on ne l'a pas vu arriver, hein. Donc, après la vision, il y a une autre notion qui peut être préparée quand on pense l'après, hein, c'est justement les orientations stratégiques que l'on veut prendre. Et donc, en fonction de la vision que j'ai projetée, qui est déjà un premier travail quand je pense l'après, derrière, je vais aussi préparer ce que je veux faire et du coup, comment je veux y aller. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce que je veux atteindre d'ici un certain temps dans l'après. Ça aussi, c'est penser l'après. C'est déjà un peu plus orienté action, quoi. Et puis après, il y a un troisième niveau de la fusée, on va dire, hein, qui serait vraiment là l'ensemble des branches de l'arbre avec une démultiplication en plein de petites actions. C'est vraiment le plan d'action. Donc, penser après, c'est aussi ça, hein, c'est penser à qu'est-ce que je dois faire concrètement pour atteindre ces objectifs stratégiques qui me permettent de m'adapter à la vision que j'avais au départ. Et tout ça en conformité avec quand même le cœur de ce que je suis, c'est-à-dire ma raison d'être et les valeurs que je veux porter pour ne pas me perdre non plus dans un méandre complet. Est-ce que des personnes veulent réagir déjà par rapport à ça? Okay. Donc, je pense que déjà, si en tant que dirigeant ou manager d'entreprise, vous arrivez à définir ces trois grands points que sont une vision claire, des objectifs stratégiques et un plan d'action, vous serez déjà pas mal dans penser l'après, quoi. Donc maintenant, la question qui était le cœur du séminaire, c'est plutôt quels moyens activer pour penser l'après? Comment on s'y prend? Et ça, du coup, j'aimerais qu'on commence par une co-réflexion. Alix, il y a combien de participants du coup? Je n'ai pas réussi à voir. Alors, je ne les ai pas comptés, mais écoute, on va ouvrir les salles telles qu'elles étaient. Il y en a 18 Si. normalement. Il y en a 18, ok. Pour l'instant, il y a 3 salles.
Du coup, on peut faire peut-être 3 salles, ouais, ça doit suffire. On va vous répartir en 3 salles. Donc, vous allez d'un coup vous retrouver en petits groupes dans une salle Teams avec un peu moins de participants. Je vais vous laisser 10 minutes. Et donc, la question, c'est quels sont les moyens à activer dans l'entreprise pour pouvoir penser l'après? Je vous invite à ce que dès que vous êtes dans votre salle, vous décidez. Vous avez du son là pour vous? Oui, ça y est. Mais il y a, Oui, ça y est. quelqu'un qui nous guide ou on est en. Alors, On est il y a un répartis freelance, en a groupe, là. priori. Donc, Oui, ils nous alors ont je sais demandé pas de s'il y a un travailler intervenant. sur quels sont les moyens. Vous êtes en sous-groupe, et donc la question posée, c'était de réfléchir entre vous, là, en 5-10 minutes, sur quels sont les moyens à mettre en œuvre pour justement penser cet après. Donc, vous êtes un peu en autonomie. Il y a Alix avec nous, ça va alors. Ouais, mais moi, je ne suis pas censée participer. Moi non plus, normalement. Elle écoute là uniquement, elle écoute ce qu'on dit. Je dirais d'abord, moi, avant de mettre en œuvre des moyens, il faut faire un bilan et un diagnostic. Ok, bon, moi je note, hein, je fais la script. Oui. Bilan. Tout dépend où est-ce que vous démarrez. Oui. On a un bilan, un Tout diagnostic. dépend à quel niveau vous démarrez. Sur quels aspects le bilan diagnostique? Sur le plan humain, financier, analyse marché, quoi? Tout? Beaucoup de choses, oui, j'imagine. Sur le penser l'après, c'est tellement large. Donc là, on est bien sur les moyens activés. Alors, vous avez parlé de diagnostic. Alors, c'est vrai qu'en stratégie, en général, on fait un diagnostic à la fois interne et externe, hein, puisque c'est ce que disait Jean-Marc Pierre. Donc, sur l'interne, on a la partie humaine, financière, etc. Et externe, effectivement, l'analyse marché, l'analyse de l'environnement juridique, économique, politique, etc. Ok, donc ça, c'est le point de départ. Ça, c'est l'environnement. Toutes les entreprises, en fait, vous êtes tous engagés RSE? Dans les participants? Oui, on est au début, oui. Non, pas du tout. Donc, tout le monde a plus ou moins une vision stratégique de ce que vous souhaitez en faire. Et en matière de RSE, on a quand même des projections qui sont faites à 4 ou 5 ans. C'est déjà énorme, hein, 4-5 ans, sachant qu'on ne peut pas réellement après avoir plus de lisibilité. Donc ça veut dire qu'on est déjà tous dans une projection où on a déjà mis en œuvre des stratégies, on les a écrites, et on a un plan d'action qui est plus ou moins en place. Donc, moi, dans les moyens pour activer l'après, la grosse question, c'est comment est-ce que réellement on embarque l'après dans la gestion au quotidien de l'entreprise et surtout de nos salariés. Parce que la vision qu'on peut avoir, il faut qu'elle soit partagée pour que réellement on puisse la déployer. Donc, à mon avis, c'est dans le diagnostic, c'est comment on engage soit au niveau de nos sociétaires, de nos adhérents, soit au niveau de nos employés pour embarquer vers une stratégie qui soit efficace. Ouais, donc en termes de moyens, c'est quelque part effectivement autour d'un outil RSE ou pas, c'est mettre en place un groupe de travail pour embarquer les collaborateurs et partager une vision de l'après qu'on pourrait avoir, ouais. Ou les sociétaires, effectivement. Le plus dur en même temps, ça va peut-être aussi les adhérents, nos sociétaires, de les amener vers une réflexion qui soit d'avenir, surtout dans une période, alors dans le viticole, c'est encore plus sensible pour nous, qui est relativement trouble et pas simple, où on est plutôt dans une phase un peu pessimiste. Et donc, c'est toujours délicat de leur dire, oui, effectivement, l'après,
ça sera plus vert, ça sera plus rose. Et ça, je pense que seul nous, en tant que dirigeants, c'est compliqué de le mener tout seul. Donc, d'avoir des relais efficaces, soit au niveau de nos conseils d'administration, soit au niveau de groupes de travail, je pense que ça me semble essentiel. Ou d'accompagnement. Donc, si je résume, alors déjà, merci Bernard, parce que tout le monde, effectivement, n'est pas en RSE. Ça permet de bien montrer que la RSE, c'est aussi de la stratégie. Et deuxième point, donc vous préconisez finalement pour embarquer et partager, plutôt d'être dans la co-construction de la vision et de la stratégie. Donc, des co-construire donc avec à la fois les salariés et pour les coopératives aussi les adhérents ou le conseil d'administration. C'est bien ça? Ouais. Si Et de l'accompagnement extérieur. Et de l'accompagnement. C'est exactement ce que je préconise, hein, merci. Ouais, je n'avais pas entendu, désolé. C'est partagé par tous là ou c'est juste une réflexion? Cédric nous rejoint dans la conversation. Ah, très bien. Voilà. Non, c'est Oui, partagé moi, de ma part. Oui, je voulais rajouter qu'effectivement, les collaborateurs peuvent être une source d'informations remontantes intéressantes, chacun dans leur métier, puisqu'ils sont en lien avec le terrain. Donc, effectivement, c'est important de les écouter, d'intégrer, et puis, effectivement, après, ça peut aider à les faire participer à la démarche. Et ensuite, effectivement, on peut avoir des moyens soit externes, soit des partenaires qui peuvent également nous donner des informations, des données économiques, une veille réglementaire, hein, des choses qui peuvent être des moyens importants aussi à activer. Voilà. Super. Ce qu'on n'a pas précisé peut-être aussi, c'est qu'au bout du bout, on a quand même des consommateurs. Donc on ne peut pas les sortir de la boucle. Hein. C'est que dans le penser l'après, ça veut dire anticiper les mutations en termes de consommation, ce qui est peut-être le plus difficile, hein, surtout quand on a vécu la crise qu'on a vécue là. Et que c'est essentiel quand même de penser qu'on le fait pour les consommateurs. Voilà. Alors, aussi. Ouais. Et que ça a beaucoup bougé les choses, effectivement, au niveau des consommateurs et des pratiques de consommation. Et qui ont modifié effectivement nos pratiques de conduite de nos entreprises ou des pratiques agricoles quand on est dans le milieu agricole. Et même nos produits d'ailleurs. Moi, j'ai une question, c'est plutôt une question. Est-ce que dans les parties prenantes, justement, vous arrivez à impliquer vos consommateurs d'une manière ou d'une autre? Alors moi, je peux répondre si vous voulez. C'est une bonne question. Ouais. Moi, on les intègre, je dirais, de par les actions que l'on a dans les parties prenantes. C'est-à-dire, lorsque vous faites des réunions de parties prenantes, sous forme soit de sondage ou sous forme réellement de contact avec, vous avez déjà une prise en compte de leur dimension. Et effectivement, au quotidien, c'est la formation des équipes et notamment des commerciaux qui vont faire le relais sur le terrain et avoir les remontées d'informations qui vont être nécessaires et évidentes et efficientes, je dirais, pour l'après. Donc, converser avec le consommateur au quotidien, on peut le faire aussi sous forme de communication, soit dans les messages que l'on peut véhiculer sur LinkedIn ou sur des réseaux, je dirais, plus adaptés à la RSE, pas uniquement que commerciaux. C'est un exemple. Et alors, comment vous faites justement tout ça pour vous organiser, pour prendre le temps, pour structurer tout ça? Alors, est-ce que je peux me permettre d'intervenir? C'est souhaité. Nous, on est organisé en société coopérative agricole et on a donc un conseil d'administration. Ils sont nombreux d'ailleurs, parce qu'on est 12 producteurs et il y en a 10 au conseil d'administration. Assemblée générale, conseil d'administration, bureau président, comme toutes les coopératives. Et c'est à la fois une chance et un problème.
La chance, c'est que bon, c'est des garde-fous, ça permet de reformuler les choses, de présenter son projet au véritable propriétaire de la structure, en fait, finalement. Mais en même temps, c'est très difficile de partager avec eux une vision stratégique. Ce sont des agriculteurs, ils sont déjà très pris sur leurs exploitations, ils n'ont pas forcément la formation. Et nous, on est en train de développer un projet stratégique avec des gros investissements à venir. Je rappelle, surtout principalement sur prescription, parce qu'on a des obligations en matière de plan d'amélioration continue, des résultats d'audit qui tombent, puisqu'on est notamment ISO 22000. Et donc, on est à la fois aussi sur des produits quand même assez traditionnels, hein, puisqu'on est dans le fromage de chèvre et le pélardon, pour ne pas le citer. Mais c'est compliqué. Moi, c'est des projets que j'aurais déjà démarré depuis longtemps si je n'avais pas de conseil d'administration. Donc, en même temps, c'était juste pour faire un petit encart sur l'environnement extérieur. Parfois, quand on est trop nombreux, c'est pas bon non plus. Ensuite, effectivement, cette nouvelle usine, enfin, cette extension que l'on compte faire, moi, je compte évidemment la conduire avec les salariés. C'est pas moi qui vais décider, forcément, de l'endroit exact où on va mettre telle ouverture, telle porte ou tel type d'agrandissement possible. Donc dans les moyens, on est bien. Amener ce démarcage. Et que souvent, fois, j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, peut-être je suis trop autocrate, mais que la vision, ça ne se partage pas en fait. Ça peut être très compliqué. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, j'entends deux moyens. Là, j'entends un moyen qui est quand même d'activer, de capter l'information de l'ensemble des collaborateurs sur ce sujet-là. Oui. Et un deuxième moyen qui est d'avoir une instance claire qui va finalement arbitrer, utiliser ce matériel-là, arbitrer et décider, quoi. Oui, c'est là qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même assez éloigné aussi de ces problématiques, ça tergiverse, on fait pas des réunions tous les jours, donc ça prend du temps. Moi, j'estime qu'on a perdu du temps, on a perdu 6 mois, quoi, si c'est pas plus. Ouais. Donc, c'est à la fois très bien de partager, d'ouvrir, mais suivant les circonstances, peut-être aussi être un peu problématique. Okay. C'est vraiment mon témoignage, on va y arriver, mais c'est un peu lourd à porter, quoi. J'ai vu un monsieur Puel qui levait la main, et Alix, je pense qu'on va fermer les salles dans 1 minute pour qu'on récupère tout le monde. Ça marche. Juste une précision, parce que le contexte actuel nous rappelle que même les projections qu'on peut faire au sein même de notre entreprise, en ce moment même, je pense qu'elles sont largement remises en cause. Donc, vous pouvez faire des prévisions, ne serait-ce qu'avec les hausses de matières premières. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, on est tous touchés. C'est-à-dire que les projections, que ce soit du RSE, des coûts de production, d'évolution ou des investissements, j'en suis dans le cas, j'ai monté des filières, j'en monte d'autres, je suis avec la DRAF sur le CRC. Aujourd'hui, je pense qu'il est difficile de faire des projections, je dirais intelligibles, au vu des évolutions qui vont à 100 à l'heure, quoi. Je veux dire, ce qui était vrai au mois de janvier, aujourd'hui, je pense que tout le monde a remis ses modèles et son modèle économique, tous les calculs ont été revus à zéro, quoi. Enfin, à mon avis. Très juste. De toute façon, une prévision du futur, c'est forcément faux. Puisque c'est une prévision. Je ferme les salles, Cédric. Ouais, on va fermer, on va partager ça. De toute façon, c'est un point sur lequel il faut revenir. Il ne faut pas oublier le mot de Woody Allen. Hein. Difficile de faire des prévisions, surtout quand il s'agit de l'avenir. C'est ça. Pour autant, c'est difficile d'avancer sans un cap. Oui, même si on sait que ce cap, il va effectivement être mis à dure épreuve, et c'est particulièrement vrai aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, hein, ce fameux monde VUCA, là, volatile, incertain, complexe, ambigu, qui fait toute la complexité du quotidien. Est-ce que tout le monde est revenu, Alix? Ton micro est coupé.
On n'entend pas. Toutes les salles sont fermées. Je ne sais pas si on a... Est-ce qu'on a récupéré tout le monde, du coup? Hop. A priori, il y a des personnes qui arrivent là, plus 7. Est-ce qu'on a récupéré des personnes qui n'étaient pas dans le groupe d'Alix? Je ne crois pas. A priori, on a Cathy qui était dans un autre groupe. Ah, cette histoire de salle. Comment on peut faire? Voilà, les salles sont fermées. Hein. Est-ce qu'on a... Je vois que dans la réunion, on est 17, donc tout le monde est là, sûrement. Mais bon, c'est bon, alors. Allez, on avance. OK. Alors, Catherine, bah, du coup, je vais me servir de Catherine. Catherine, qui était dans votre groupe? Moi, je n'étais pas dans un groupe à particulier parce que j'ai eu un problème de connexion, donc je viens de revenir, en fait. Hein, donc, je ne suis pas la bonne personne. Désolée. Vincent, peut-être qu'il était dans une autre salle, peut-être, je ne sais pas. Non, j'étais tout seul. Ah. Bon, alors c'est pas grave. On va mettre en commun comme ça pour faire. Oui. On va mettre en commun à la volée. Donc je vous partage ce que j'ai pu entendre dans la salle dans laquelle j'étais. C'est des premières idées et je vais vous inviter à compléter des idées supplémentaires. Si vous le souhaitez, je vais vous partager l'écran Klaxoon. Je vais les mettre sur Klaxoon au fur et à mesure, comme ça nous permettra d'avoir le même niveau d'information. Donc, dans le groupe dans lequel j'étais, dans les moyens à activer pour penser l'après, j'ai entendu, dans un premier temps, être alimenté par l'ensemble des collaborateurs. Donc, activer un peu ces collaborateurs pour recueillir des informations qui permettent de savoir finalement ce qu'on doit faire dans le futur ou les idées qu'on pourrait intégrer dès maintenant dans notre stratégie. J'essaie de corriger les fautes au fur et à mesure, mais bon, c'est peu important. Tant pis pour les fautes. Une deuxième idée, c'était dans le même ordre d'idée, au-delà des collaborateurs en interne, pour alimenter cette réflexion sur le futur, on peut aller activer les partenaires que sont toutes les parties prenantes. Là, ce qui avait été cité en premier, c'était notamment les fournisseurs ou les partenaires économiques de premier rang. Il y avait aussi l'idée évidemment d'aller activer les consommateurs eux-mêmes, directement ou indirectement. Directement, en allant organiser des sondages, en faisant des groupes consommateurs pour les faire parler. Et puis, une deuxième idée dans le même ordre d'idée, si on ne peut pas toucher directement les consommateurs, c'est en tout cas donner un rôle actif aux commerciaux pour eux-mêmes être l'ambassadeur des retours clients et alimenter l'avenir. Dans la dernière idée que j'avais notée dans ce groupe-là, c'est dans les moyens à mettre en place aussi, il faut aussi avoir une instance de décision et d'arbitrage qui va récupérer tout ce matériel et qui va pouvoir prendre des arbitrages, des décisions pour fixer les grandes orientations sur l'avenir. Alors, je vois qu'il y a d'autres groupes qui ont posté. Est-ce que vous pouvez prendre la main, ceux qui étaient dans un autre groupe? Moi, j'ai posté, en fait, c'est pour le même groupe. C'était avant que tu arrives. Là, il y a eu quelques idées supplémentaires que j'ai retranscrites. Vas-y. Est-ce que tu peux les commenter en même temps? Oui, alors donc il y avait aussi la nécessité de faire un diagnostic à la fois des ressources internes et puis de l'environnement externe pour alimenter sa vision. Bernard a dit qu'effectivement la RSE pouvait être un bon support pour la stratégie et permettre de se projeter à 3-5 ans et notamment d'impliquer ses parties prenantes. Et puis, il a été dit qu'il était nécessaire d'embarquer et d'engager à la fois les collaborateurs et pour les coopératives également les adhérents,
et que donc embarquer sur quelque chose qui était déjà construit par la direction uniquement, c'était compliqué. Donc le mieux, c'était quand même de co-construire la vision et la stratégie. Tout à fait. Tout à fait en ligne avec ces idées. Est-ce qu'il y a d'autres points qui ont été travaillés par des gens qui n'étaient pas avec nous? J'ai l'impression que les salles, il y a eu un petit souci d'affectation. Alors moi, je voudrais en rajouter une que je ne vois pas trop, qui rejoint quand même l'idée du diagnostic interne et externe. C'est que, comme je vous le disais au début, pour moi, penser l'après, c'est aussi être ancré dans le présent. Je m'explique. Penser l'après, un des premiers moyens qu'on a, c'est de bien capitaliser sur le présent. Donc, pour capitaliser, ça suppose effectivement de prendre des temps pour prendre de la hauteur, être un peu moins dans le déroulement du quotidien, mais essayer de tirer profit de ce qu'on a pu faire, d'analyser ce qui fonctionne moins bien. Donc, ça rejoint complètement l'idée du diagnostic et ça rejoint l'idée aussi d'alimenter tous les collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, capitaliser tout seul ou avec un petit groupe de dirigeants au sein d'un CODIR, ça devient de plus en plus complexe. Parce qu'il y a tellement d'éléments à prendre en compte au quotidien, interne, externe, avec les parties prenantes et à la vitesse à laquelle ça bouge, que si on le fait tout seul, finalement, on a quand même beaucoup de mal à détecter à la fois toutes les opportunités et tous les signaux faibles. Donc, je rejoins complètement l'idée de mobiliser l'ensemble des parties prenantes, parce que c'est quand même beaucoup plus facile si on a les yeux et les oreilles de tous les collaborateurs, plutôt que si on a simplement les yeux et les oreilles de 1, 2, 3 ou 4 dirigeants. Alors certains aussi ont émis le fait de se faire accompagner justement pour faciliter en fait cette mise en œuvre un peu collective et donner de la structure et de la méthode. Oui, tout à fait. Je ne peux que vous recommander ça, hein. C'est notre métier au quotidien, donc merci pour la page de pub. Alors, pour capitaliser, pour moi, il y a quand même un travail à faire sur finalement comment réussir à capitaliser. Donc, réussir à capitaliser, c'est activer tous les collaborateurs en interne pour être acteurs de cette capitalisation, mais encore faut-il leur donner envie de capitaliser. Ce que j'observe, moi, dans beaucoup d'entreprises, c'est que la capitalisation, c'est travailler sur ce qui ne fonctionne pas. Alors ça, c'est pas très motivant, hein, très honnêtement. Donc, un premier point que j'aimerais vous soumettre, c'est de capitaliser en commençant plutôt d'abord sur ce qui fait votre succès aujourd'hui. Qu'est-ce qui a bien marché? Quelles sont les opérations commerciales qui ont bien marché? Quelles sont les actions internes qui ont porté vraiment les fruits qu'on attendait? Et de voir pourquoi elles ont bien marché et comment on peut encore plus exploiter cette dynamique positive. Si on fait ça, déjà, les gens sont un peu plus motivés pour aller capitaliser. En plus, très honnêtement, ça demande beaucoup d'énergie de combler des points faibles, avec parfois vraiment une difficulté à se remettre au niveau par rapport aux autres, alors qu'on a des super points forts sur lesquels, si on accélère un tout petit peu, on va laisser beaucoup de monde derrière. Donc, ça, c'est une première façon de motiver les gens à capitaliser, c'est de se focaliser sur les réussites. La deuxième chose, pour que les capitalisations fonctionnent, il faut qu'on puisse parler des échecs, mais d'en parler comme si c'était des expérimentations et pas comme si c'était des erreurs. C'est très difficile pour les collaborateurs de participer à une capitalisation sur ce qui n'a pas marché s'ils se sentent mis en cause sur des erreurs qu'ils ont pu commettre au quotidien. Donc ça, c'est aussi un changement de paradigme un peu, hein, c'est d'arriver à exploiter toutes les situations qui n'ont pas forcément bien fonctionné en disant c'était la première fois qu'on le faisait, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on tire de cette expérience?
et comment on peut transformer l'essai. Ça rejoint aussi beaucoup l'esprit d'innovation, hein, Cédric. Et d'ailleurs, si on regarde chez Apple, 90% des projets sont des échecs. Alors, les 10% sont des très, très grandes réussites et comblent largement les échecs, mais en fait, il faut avoir ce droit à l'erreur pour pouvoir innover, avoir de l'autonomie et de l'initiative de la part des collaborateurs. C'est ça. Donc, c'est un point qu'on retrouve hein, dans toutes les entreprises très innovantes. Hein, le droit à l'erreur est complètement admis. Il est même presque valorisé, quoi. C'est-à-dire, si on a expérimenté quelque chose de nouveau et qu'on s'est planté, c'est plutôt bien vu. Donc ça, déjà, c'est pas forcément acquis dans toutes les structures. Le dernier point pour capitaliser, c'est d'avoir du temps pour le faire. Pardon, il y a quelqu'un qui voulait réagir? Donc, je disais, ça permet un apprentissage. Quand on s'est planté, on ne fait pas 2 fois la même erreur. Exactement. Exactement. Donc, la dernière chose, c'est que pour capitaliser, il faut aussi avoir un temps pour le faire. Parce que, mine de rien, il faut pouvoir s'autoriser à sortir un peu du quotidien pour avoir des temps de réflexion. Et donc, ça aussi, c'est un moyen à activer. Quand est-ce que je donne du temps à mes équipes pour faire des pauses et capitaliser sur ce qui fonctionne et sur les expérimentations qui ont été lancées. Moi, ce que je peux vous conseiller dans les entreprises, c'est d'en faire quelque chose qui est ritualisé, c'est-à-dire qu'il y a des moments, et on le voit très bien dans les entreprises innovantes, hein, il y a des moments imposés de prise de hauteur et de capitalisation, qui peuvent être dans certaines structures très fréquents. Hein. Il y en a qui font ça tous les jours, notamment dans les métiers, typiquement les métiers par exemple de développement informatique, où on est en continuelle création. Ils font ça tous les jours. Et puis, il y a des structures qui font ça 1-2 fois par an. Le tout, c'est de le dimensionner à la bonne maille par rapport à votre activité, mais en tout cas de le ritualiser et d'en faire un moment fixe. Du coup, ça m'amène à parler un peu de management, parce que finalement, les personnes qui vont insuffler cette dynamique, ce droit à l'erreur, cette volonté de prendre un peu de hauteur et de lâcher quelques minutes le quotidien pour pouvoir analyser et capitaliser, c'est quand même vos managers. Donc, ça peut être vous, dirigeants, si vous êtes vous-même les principaux managers de l'entreprise, mais ça peut être aussi vos managers intermédiaires ou de proximité qui sont votre relais au quotidien. Et du coup, ça va beaucoup dépendre de la posture qu'ils adoptent. Est-ce que vous pouvez, comme ça, de vive voix, vu que finalement on n'est pas très très nombreux, lister les différents, ce qui va être fondamental pour que vos managers insufflent un peu cette dynamique de capitalisation et d'être orientés sur penser l'après. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ou comment doit être leur posture pour que ça fonctionne? On a déjà cité quelques points, mais je pense qu'on peut les rassembler. Qui se lance? Est-ce qu'il y a des idées là-dessus? Je pense qu'il faut qu'ils soient en confiance, quelque part, ce qu'on évoquait, le droit à l'erreur, notamment sur cette posture-là, quoi. Posture de grande ouverture et d'écoute, du manager. Donc, de l'écoute, un droit à l'erreur, oui. Un droit à l'erreur autorisé. Ouais. Qu'ils soient en confiance pour s'exprimer, quoi. Je pense qu'il faut qu'il soit en cohérence avec le projet et qu'il le partage complètement. Et pour être positif et engagé dans une démarche, il faut vraiment qu'on la partage dans le fondement et qu'il ait cette disponibilité-là et qu'au quotidien, ça ne soit pas uniquement une attitude qui soit que dans l'entreprise. À mon avis, ça c'est peut-être très poussé à ce niveau-là, mais c'est de demander à nos salariés qui réagissent
avec, si on parle du développement durable, avec un esprit développement durable et que ça soit en cohérence par rapport à leur quotidien. C'est très juste ça, et ça rejoint un peu ce que je disais tout au début, c'est que pour que les gens puissent penser l'après, il faut quand même qu'ils aient un socle, des fondamentaux pour ne pas se perdre. Et pour les collaborateurs, ça, c'est avoir un projet d'entreprise qui est hyper clair et qui est communiqué et recommuniqué pour qu'ils sachent que finalement, c'est ça qu'on vise. Et que du coup, ils puissent s'autoriser à imaginer des choses, à penser l'après pour alimenter ce projet. S'ils n'ont pas une vision claire du projet, eh ben, ils peuvent pas, vous pouvez pas innover quand vous savez pas où vous allez, quoi. Donc un alignement sur le cap à atteindre et pas forcément sur la route pour y parvenir. Il faut leur laisser par contre plus de liberté à ce niveau-là. Exactement. Il y a quelqu'un qui a posté bienveillance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La personne qui a posté bienveillance, est-ce qu'elle veut bien commenter son idée? Oui, c'est Émilie. On vous écoute, Émilie. Moi, je pense qu'en termes pour un manager, pour la posture de bienveillance est indispensable pour être à l'aise avec son équipe et expliquer les enjeux et être à l'écoute des subtilités et des malaises de la structure. Ok, donc une forme d'ouverture et de transparence, si j'entends bien. Voilà. Tout à fait. Alors, justement, on peut illustrer un petit peu parce que Émilie, dans la coopérative Cofruidoc, récemment, ils ont fait quelque chose de super dans leur démarche RSE, c'est-à-dire qu'il y a eu un groupe de travail administrateurs et salariés qui ont défini un projet stratégique, RSE, etc. Et derrière, Émilie, elle a décliné avec l'ensemble des salariés pour le partager, mais aussi pour que chacun puisse réfléchir à comment lui, personnellement, il allait contribuer à l'ensemble de ces axes stratégiques. Et là, c'est super parce que du coup, tout le monde s'implique vraiment concrètement dans son propre métier et ça permet vraiment du coup de s'imprégner, pas juste avoir une communication descendante sur le projet. Donc déployer en s'assurant, donc ça c'est un point clé, hein, en s'assurant que chacun a une contribution individuelle. Ça. Faire le lien en fait, entre les axes et le métier de chacun. Exactement. Et cette contribution individuelle, elle peut être à plein de niveaux, hein. Elle peut être à un niveau très opérationnel, c'est-à-dire de mettre en place des actions qui permettent progressivement l'adaptation des process, des produits, du fonctionnement interne. Mais elle peut être aussi un peu plus intellectuelle ou recherche, par exemple, de participer à la veille en lien avec des axes que l'on vise, hein. Et ça permet d'embarquer tout le monde, y compris des gens qui sont peut-être un peu loin dans la structure de l'opérationnel. Je prends un exemple. Moi, j'ai des clients qui ont embarqué dans le personnel administratif, compta ou des assistants ou assistantes. Ils les embarquent quand même dans le projet en leur donnant, par exemple, un périmètre de veille sur un domaine, qui peut être un domaine sur lequel ils voient clairement ce que ça veut dire ou qui peut être aussi un domaine passion. C'est-à-dire, moi, il y a ce sujet-là, il m'intéresse vraiment et du coup, ces gens-là ont plaisir à aller faire des recherches et à alimenter la structure sur tout ça. Moi, je voudrais vous parler de posture. Du coup, je vais vous repartager une autre page. Hop. Switch est toujours un peu long. Il y a deux postures très différentes dans le management, ce que nous on appelle posture haute et posture basse. Pour vous les
les partager. La posture haute, c'est quand je suis plutôt directif, alors que la posture basse, c'est plutôt quand je suis dans une logique de faire participer. Pour faire participer, bah, finalement, on se positionne en adulte-adulte, hein, pour ceux qui connaissent ce concept, c'est-à-dire que finalement, je considère les collaborateurs comme des parties prenantes qui peuvent tout à fait savoir, voire mieux savoir que moi parfois sur certains sujets. En tout cas, on sait tous les deux. Alors que dans la posture haute, on est plutôt dans une logique parent-enfant, c'est-à-dire moi j'affirme en sachant, je me positionne un peu comme si je savais mieux que mes équipes. Dans la posture haute, j'ai tendance à monopoliser la parole, alors que dans la posture basse, j'ai plutôt tendance à questionner pour équilibrer les temps de parole, faire en sorte que les collaborateurs s'expriment plus, parce qu'ils sont en général plus nombreux que le manager lui-même. Dans la posture haute, je contredis, je recadre s'il y a un désaccord. Dans la posture basse, j'intègre plutôt le point de vue de l'autre, j'essaye de le creuser, d'être curieux, de me dire mais pourquoi il pense comme ça. Et si j'ai une vision différente, je donne évidemment ma vision différente. J'essaye de suggérer pour bonifier l'idée qui a été proposée et non, j'essaie d'éviter de me positionner en non, cette idée-là, on la sort, on la prend pas. C'est-à-dire, je ne cherche pas à la remplacer, je cherche plutôt à dire pour qu'on puisse la mettre en pratique, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et donc essayer de compléter l'idée. Dans la posture haute, c'est le manager qui choisit. Dans la posture basse, c'est plutôt le manager qui fait choisir, donc qui propose des alternatives. Les deux postures, elles sont indispensables pour un manager. On ne peut pas être que dans l'une ou que dans l'autre. Par contre, clairement, si on veut avoir des collaborateurs qui sont actifs dans penser l'après, qui sont actifs dans la capitalisation et qui viennent vous alimenter, clairement, il faut privilégier une posture basse. Donc ça suppose aussi de développer une culture managériale comme ça, d'outiller les managers pour qu'ils sachent le faire, parce que tout le monde n'est pas très à l'aise pour se mettre en posture basse. Est-ce que vous avez des réactions sur ce thème-là ? Là, le coaching peut être utile, par exemple, pour les managers. Alors, il y a plein d'outils. Il y a effectivement déjà la formation managériale, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les techniques pour animer un groupe en posture basse. Après, il peut y avoir effectivement vaincre des réticences plus individuelles. Et là, le coaching peut être intéressant. Et c'est même un levier clé à aborder, parce que si vous êtes convaincu de l'enjeu de cette posture, mais que vous avez quand même des collaborateurs qui restent en posture haute, ils vont vous bloquer toute une partie de l'entreprise. Et du coup, il y aura une partie des collaborateurs qui ne vous remonteront rien et vous ne serez pas alimenté par cette branche-là de l'arbre. Donc là, effectivement, le coaching peut être un levier pour débloquer une situation plus individuelle. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont des exemples là sur ces postures hautes et basses pour eux-mêmes ou certains de leurs managers? Non. Non. Il y a un autre thème qui a été un tout petit peu abordé, qui est la notion de veille. Donc la veille, c'est aussi un moyen à activer, évidemment, pour penser l'après. Alors sur quoi on fait de la veille et comment on l'organise? Est-ce qu'il y en a qui ont une veille un peu structurée en interne et qui veulent bien nous partager un peu comment ils font ça? Là, je suis curieuse s'il y en a, parce qu'on fait beaucoup de diagnostics et souvent, enfin, dans ce qu'on voit, il y a une veille un petit peu intuitive, mais elle est rarement organisée. Donc, si quelqu'un peut témoigner, il y a quelque chose à apporter là-dessus, ce sera vraiment bienvenu. Non, tu vois, Cédric. Ça sèche.
Est-ce que vous voyez cette diapo là sur la veille? Juste pour voir si Oui, ça a oui, on la suivi voit. mon. Vous Oui, la on la voyez, super. Donc, pour moi, déjà, ce qui est hyper important sur la veille, c'est que on intègre un peu toutes les dimensions. Parce que souvent, quand on parle de veille dans les entreprises, ce que j'observe le plus souvent, c'est une veille qui est très orientée produits, services, on va dire le cœur de métier de l'entreprise. Alors que pour moi, la veille, c'est beaucoup plus vaste que ça. Évidemment, c'est faire de la veille produit, tout ce qui va toucher à la recherche et développement sur les produits, mais c'est aussi faire une veille sur les clients, hein, plus sur mes clients, comment ils évoluent. Donc là, on rejoint un peu les idées de départ, c'est-à-dire d'organiser des groupes de consommateurs, d'aller les faire parler, de parler de leurs aspirations. Si vous avez des clients qui sont plutôt elles-mêmes des structures entreprises, c'est-à-dire que vous n'êtes pas directement en B2C, mais que vous êtes en B2B, c'est faire de la veille sur ces clients-là, c'est s'intéresser à leur propre projet stratégique à eux, pour savoir comment vous allez pouvoir vous préparer à y répondre. Donc ça aussi, c'est une veille importante. Il y a la veille techno. Juste si je peux rajouter sur les clients, pour aller dans le sens de Cédric, c'est que justement, plutôt que de leur vendre en fait simplement un produit ou un service, l'idée c'est de leur proposer de les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques. Et là, hop, on fait un petit switch, à mon avis, plus pertinent. Exactement. Donc, moi, l'idée que je mets en avant souvent, c'est s'intéresser aux clients du client. En fait, si vous travaillez à cet échelon-là, c'est-à-dire que vous êtes plutôt à regarder les clients de vos clients et leurs attentes, et ben, vous allez vous ancrer finalement dans les projets stratégiques de vos clients. Et du coup, ça va alimenter votre propre réflexion sur votre futur et ce que vous devez mettre en place pour être dans la bonne tendance. Après, il y a la veille techno au sens large, toutes les technologies qui peuvent nous impacter. Et là, il y a énormément de domaines. Pour ceux qui ont des usines de production, il y a tout le matériel de production, mais il y a aussi une veille technologique sur tous les outils informatiques, numériques qui nous touchent au quotidien. Il y a une veille à organiser sur les fournisseurs et les partenaires. Les fournisseurs, de manière générale, sont une grande source d'innovation. Donc, il y a une partie de cette veille qui vous est presque apportée sur un plateau parce que les fournisseurs viennent vous démarcher pour vous présenter leurs innovations. Donc, celle-là, elle est assez facile. Mais il y a des fournisseurs avec qui vous ne travaillez pas, qui potentiellement peuvent aussi vous amener des choses et vous permettre d'innover. Donc, il y a aussi une veille à organiser là-dessus pour aller voir un peu ce qui se fait chez des gens avec qui je ne travaille pas. Donc, c'est vrai pour les fournisseurs, c'est vrai pour les partenaires. Oui. Et ça peut aussi, par exemple, puisqu'on a Catherine Sibéras là parmi les participants qui représente le pôle Agri Sud-Ouest Innovation, ça peut être aussi être en contact avec les pôles de compétitivité, par exemple, pour avoir justement ces informations d'innovation technologique ou de ce que peuvent proposer les fournisseurs ou autres partenaires. Si Catherine. J'attendais la fin pour le dire. Parce qu'en effet, c'est le rôle du pôle Agri Sud-Ouest Innovation et on organise régulièrement des formats de veille sur des nouvelles technologies, sur le numérique bien sûr, et on accompagne aussi les entreprises dans le management de l'innovation, dans la structuration peut-être d'une cellule innovation en interne ou d'une fonction en fait, et je pense que c'est aussi une voie d'avoir une personne aussi ressource qui puisse à la fois mener la veille et assister, prendre du temps justement pour assister à ces formats. Et trouver des partenaires aussi. Trouver des partenaires, parce qu'on a aussi des fournisseurs qui en fait adaptent à la filière des technologies qu'ils ont déployées sur d'autres filières. Donc c'est intéressant aussi d'avoir une vision transfilière. Voilà. Ça c'est le rôle d'Agri Sud-Ouest. On a la même chose sur la concurrence, voilà, être en veille. Donc celle-là, souvent, elle est un peu portée par les commerciaux, mais elle peut s'organiser. Et puis il y a une dernière
veille qui est non négligeable à mon sens aujourd'hui, qui est une veille plutôt managériale et sociétale. Je m'explique, je prends les deux niveaux, c'est-à-dire m'intéresser plutôt à comment évolue la société, les tendances sur l'humain en lui-même, parce qu'on le sent bien dans les entreprises. Hein, les gens n'ont plus les mêmes aspirations vis-à-vis de l'entreprise. Il y a des entreprises qui se sont bien adaptées, il y a des entreprises aujourd'hui qui souffrent énormément, hein, qui n'arrivent pas à recruter des jeunes, ou dès qu'ils en intègrent, ils les perdent. Aussi parce qu'ils se sont pas préparés finalement à des changements de mentalité qui sont quand même assez marqués. Et dans la même idée, qui reste avec un mode de management qui n'est pas forcément en adéquation avec les attentes des personnes qu'ils vont pouvoir intégrer comme des ressources dans l'entreprise. Donc là aussi, il y a une veille et qui est intéressante à faire pour se préparer, parce qu'une transformation managériale, c'est pareil, ça se fait pas en 2 jours. Hein. C'est des choses qui se préparent et qui nécessitent des évolutions presque permanentes. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comme vous venez de le dire, là, madame, il y a des organismes qui peuvent vous aider à le faire. Mais dans les structures, quand on n'est pas une grosse structure, on n'a pas forcément une ressource dédiée à ça. Si on l'a, c'est super. Mais qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, vu le champ de tout ce qu'il y a à investiguer, c'est très lourd. C'est très, très lourd. Et là, à nouveau, une bonne pratique, c'est, même s'il y a une personne qui s'occupe de la veille, c'est qu'elle soit en charge de la structurer, de la compiler, mais peut-être d'aller activer un peu tout le monde dans l'entreprise pour se partager les champs de veille. C'est beaucoup plus facile. En plus, ça peut être une source de motivation pour vos collaborateurs. Et donc, ça peut être intéressant de partager ce travail-là, par contre, en définissant un moyen pour remonter tout ça, le compiler et avoir des temps où on va pouvoir consulter la veille et prendre des décisions en fonction de ce qui est remonté de la veille. Est-ce que des personnes veulent réagir sur cette partie ? Non, pas de réaction. Pas de réaction. C'était clair. Alors là, sur cette dimension-là, quand on pose ce sujet, qu'on le présente dans l'entreprise de manière globale en disant, voilà, il nous faut nous interroger sur tout ça, faire de la veille sur tous ces domaines-là, et qu'on ouvre un peu les candidatures, on a des belles surprises. Hein. Parce qu'il y a des gens en fait qui s'intéressent à plein de sujets. Hein. Et donc, vous pouvez trouver en interne, un peu dans la logique de fixer une contribution individuelle à chacun, vous pouvez trouver des gens qui sont vraiment déjà des passionnés d'un sujet et qui peuvent du coup avoir une valeur ajoutée sur un domaine de la veille et s'en emparer et vous simplifier le travail. Alors, comme on arrive au bout du temps que l'on a ensemble aujourd'hui, je vais vous proposer un dernière activité sur Klaxoon, si vous êtes encore connecté. Sinon, vous pouvez réactiver le lien. Le lien avec une question. Hop, je m'y connecte aussi. Alors, en attendant, bien sûr, tout ce qu'on vient de voir là qui a été évoqué par Cédric, ce ne sont que pour l'instant des pistes, des sujets comme ça. Il n'y a pas de méthode très concrète qui est proposée aujourd'hui, parce qu'après, il faut aller beaucoup plus loin, bien sûr, hein, par des formations, des accompagnements, etc. Là, c'est juste les grandes lignes. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à nous contacter. Parfait. On peut pas tout voir en ligne.
Est-ce que vous avez la question à l'écran? Oui, enfin, pas sur l'écran. Non, non. Oui, mais pas à l'écran. Sur vos écrans Klaxoon, à vous. Oui. Oui. Du coup, je vous invite à répondre à la question. Donc, la question, c'est, finalement, vous connaissez peut-être ce principe de gestion des priorités. L'arbitrage des priorités au quotidien, c'est un doux mélange entre gérer de l'urgence et de l'importance. Et donc, on a un monsieur illustre et célèbre, à savoir le général Eisenhower, qui a modéliser une matrice finalement d'arbitrage entre l'urgent et l'important en définissant 4 zones. Et donc, je vous demandais, par rapport à ces 4 zones, qui sont un arbitrage entre l'urgent et l'important, dans laquelle vous positionneriez toute cette activité de penser l'après, tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui là. Est-ce que c'est dans la zone A, dans la zone B, dans la zone C ou dans la zone D de la matrice qui est sous vos yeux? Pour moi, c'est dans la zone A. Ok. Vous pouvez vous positionner. Est-ce qu'il y en a d'autres qui mettraient ça ailleurs? Alors, moi, j'ai pas le visuel, mais je le mets dans urgent, important. Urgent et important? Donc, ce serait zone B. Ce serait zone B dans ce cas-là. Personne qui vient de parler, j'ai peu. Je vais mettre J'ai un pas le autre visuel visuel. non plus. Bien, Du coup, je vais mettre un autre visuel pour. Pour ceux qui n'arrivent pas à se mettre sur Klaxoon, on va se mettre directement sur un support PowerPoint. Ça sera plus simple peut-être. Hop. Donc, la question, c'est est-ce que c'est. Si tu as une matrice avec un axe urgent et un axe important, tu le classes où? Exactement. C'est la matrice d'Eisenhower, bien connue. Voilà. Très efficace. Donc, cette petite matrice que vous avez à l'écran, vous avez en bas l'axe urgent avec des choses un peu urgentes, des choses très, très urgentes. Et puis, en verticale, des choses un peu importantes et des choses très, très importantes. Donc, la question, c'était, pensez l'après, vous mettez ça dans quelle case? Donc, j'avais mis A, B, C, D comme ça. A en haut à gauche, B en haut à droite, C en bas à gauche et D en bas à droite. Donc, Bernard avait mis ici. Alors, Jean-Marc avait mis en A. Voilà. Et c'est Sandrine, je crois, qui avait mis en B. Oui. Bernard, puisque tu as le visuel maintenant. Moi, je me situe en haut à droite, en urgent. Ouais. Alors, penser l'après, c'est pas urgent. Penser l'après, c'est pas urgent. L'urgence, c'est des choses qui vous mettent la pression là au quotidien. Vous êtes obligé de réagir. C'est plutôt tous les problèmes opérationnels qu'il faut résoudre dans le quotidien. C'est plutôt ce qui est défensif, l'urgent, de manière générale. C'est-à-dire. Pardon? Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la notion d'urgence telle que vous la définissez. À mon sens, à l'heure actuelle, ce qui est urgent, c'est qu'on change les pratiques pour qu'on s'adapte à un changement qui, lui, est inéluctable en matière de climat. Si on ne veut pas penser l'après avec un peu de retard en ce qui concerne la viticulture, par exemple, c'est de dire que l'urgence, c'est pas de dire on va trouver des moyens de lutter contre quelque chose, mais on va s'adapter dès à présent dans l'urgence pour envisager de savoir si on va pouvoir continuer à concevoir les produits que l'on fait tels qu'on les fait. Et je pense que la notion d'urgence rapportée à une notion agricole, elle n'a de sens que de par le fait qu'on est avec des produits qui mettent du temps à s'adapter. Et que penser l'après au niveau de l'entreprise, on pense l'après par rapport à ce qu'on produit de l'entreprise. Si on prend trop de temps à le mettre en œuvre à tous les niveaux, on risque de passer à côté, quoi. En fait, je suis assez d'accord avec vous. C'est juste sur les termes tels que le décrit Eisenhower. Lui, ce qu'il évoque, c'est que vraiment l'axe de l'urgence. C'est des choses très court terme
sur lequel je suis d'ailleurs sollicité, hein, on vient me chercher, où la situation m'impose des choses. Par exemple, je sais pas, j'ai une machine à l'arrêt, il faut que je résolve le problème tout de suite. J'ai une ressource qui me manque, il faut que je recrute, c'est urgent. Donc c'est quelque chose que je subis un peu, hein, l'urgence. Il y a un délai très court terme. Il y a de la pression qui est exercée. Et puis il y a d'autres sujets qui sont plutôt importants parce qu'ils sont cœur de métier, parce que ils vont vous permettre de préparer l'avenir, parce que si vous ne les faites pas, ils vont vous générer de l'urgence, pas tout de suite, mais par contre, à terme, il y aura des grosses conséquences. Donc l'important, c'est surtout ça, c'est des choses qui sont générateurs de grosses conséquences. Alors on peut dire aujourd'hui, effectivement, par exemple, le climat, voilà, c'est sûr qu'on doit faire face à une adaptation et qu'il faut qu'on se bouge. En même temps, on voit bien que au quotidien, à part les ultra convaincus, plein d'autres choses viennent nous solliciter qui sont plutôt du domaine de l'urgence. Donc, par contre, je peux en faire une priorité parce que si aujourd'hui je ne m'occupe pas de ce sujet-là et si aujourd'hui on ne change pas nos pratiques, on va en payer de grosses conséquences à court ou moyen terme. Donc là, on est plutôt sur l'important. Ça veut dire qu'il faut bien traiter la question, le planifier, s'organiser pour pouvoir y travailler sans se laisser toujours emporter par le quotidien et puis dire ça, je le verrai plus tard. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se tenir à des moments dédiés à ça. C'est exactement ça. Et du coup, c'est la conclusion un peu d'aujourd'hui, c'est que penser l'après, on a vu plein de moyens là, à activer, à mettre en place dans l'entreprise. C'est des choses très importantes pour pouvoir se préparer à demain, être moins dans le réactif, prendre de l'avance sur certains thèmes par rapport à mes concurrents ou tout simplement survivre. Donc, c'est hyper important. Mais par contre, par rapport à ce que vous vivez au quotidien, c'est pas une urgence qui vous est imposée. C'est à vous de vous l'imposer. Donc, on est bien dans la case que j'ai mis numéro 2, là, c'est-à-dire très important, mais pas forcément hyper urgent en termes de pression. Et au quotidien, faire cette priorité 2, puisque ce que dit Eisenhower, c'est que finalement, je fais en premier ce qui est à la fois urgent et important. Et ensuite, ce qu'il dit, c'est de faire bien en numéro 2, une fois que j'ai fait toutes les priorités 1, c'est d'aller traiter tout ce qui est important, pas forcément urgent, avant d'aller traiter ce qui est urgent et qui n'est pas forcément très important. Et ça, c'est très difficile à faire au quotidien. Parce qu'au quotidien, la zone 3, là, elle peut remplir tout l'espace. Vous êtes sollicité à droite, à gauche, il y a plein de petits trucs sur lesquels on vient vous activer. C'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour l'ensemble de vos collaborateurs en fonction des métiers qu'ils exercent. Et pour réussir à faire de l'important pas urgent, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est de bloquer du temps. C'est-à-dire de planifier, de sacraliser du temps là-dessus. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais le faire. Parce que l'espace est rempli à 100% par la case 1 et 3. Du coup, ça serait ma conclusion, c'est quel temps vous avez déjà en place pour penser l'après dans votre organisation? Est-ce que c'est suffisant? Oui, non. Et sinon, comment vous pourriez, et à quelle fréquence, sacraliser du temps pour vous en tant que dirigeant, mais aussi du temps pour l'ensemble de vos collaborateurs, puisqu'on a vu que c'était vraiment des relais clés, finalement, pour que vous soyez capable, à l'échelle d'une petite structure, de vraiment bien penser l'après. Voilà, ça sera le mot de la fin pour moi. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions sur ce thème de penser l'après et des moyens qu'on peut activer en réaction à ce qui a été dit ou sur des choses qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui? Voilà, ça peut être des attentes pour la suite aussi, vos besoins, vos questions, vos commentaires. Bernard, Jean-Marc, Honneur. Moi, si vous avez une solution pour me prendre un peu de temps, me donner un peu de temps, je suis preneur.
C'est vrai qu'on court après, sacraliser du temps, c'est dans l'absolu, c'est bien. Hein. On en passe beaucoup sur plein de sujets, pas assez sur des sujets essentiels comme on vient d'en parler. C'est compliqué à l'échelle de nos entreprises, de petites entreprises, c'est souvent compliqué, même si quand on a des personnes dédiées, c'est compliqué. Le délégué, c'est essentiel, parce qu'on n'est pas seul à réfléchir, et le délégué aux parties prenantes, je dirais, internes, c'est une solution. C'est une solution pour penser, pas penser que l'avenir avec le seul prisme de la gouvernance. Voilà, mais oui, c'est essentiel, penser l'après. Alors, dans la caractère d'urgence, je partage à moitié la notion, mais bon, voilà. Je reste persuadé qu'en tout cas, la RSE, c'est le moyen le plus efficace de pouvoir gérer au quotidien tout ce qu'on vient de parler. Hein. Parce que ça fixe et le cadre et ça fixe les objectifs. Merci Bernard. C'est très imbriqué, évidemment. Je pense que vraiment la solution pour les PME, on a tous le même problème, et je me mets dans le lot, hein, c'est notre temps, il est compté, on n'a pas des ressources pléthoriques non plus. Si on veut arriver à penser l'après, il faut activer tout le monde sur ce sujet-là, découper la veille, découper des temps de réflexion au plus près des collaborateurs. C'est plus simple de sacraliser des petits temps pour tout le monde que de se débloquer X journées en tant que dirigeant pour travailler sur penser l'après. Donc, si vous arrivez déjà à mettre tout le monde en mouvement et à leur donner un temps qui peut être limité, mais ne serait-ce que il y a des entreprises qui font des après-midi entières par mois ou par période, et il y a d'autres entreprises qui font une demi-heure par semaine sur des thèmes comme ça, avec certains qui travaillent sur la veille, d'autres qui sont sur des groupes d'analyse de pratique, d'autres qui sont sur lancer des expérimentations sur des petits essais. Mais il faut sacraliser du temps. Si on ne sacralise pas de temps, c'est impossible à faire. Ça sera toujours la dernière roue du carrosse. Est-ce qu'il y a d'autres... Quelqu'un veut réagir? Non. Je crois que c'est l'heure du déjeuner, 12h32. Alors, juste avant de remercier Cédric, je vous informe que le prochain webinaire stratégie aura lieu le 24 novembre après-midi. On vous enverra l'invitation sur la stratégie marketing. Ok, c'est noté. Merci à tous. Voilà. Un grand merci. Merci beaucoup. J'ai été ravi. On va vous faire passer un petit support qui résume un peu les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui. Et évidemment, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions qui vous reviennent par la suite. Voilà. Si vous voulez aller poser certaines questions. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Cédric, Vincent et Cathy. Et peut-être si Laurent Bassella veut dire un petit mot, un petit scoop avec nous. Alors, on va voir qui je... Il y avait Laurent Bassella, il y avait Nadine Lorette pour la draft. Allô, oui, bonjour. Oui, j'ai un peu écouté vos travaux, je vous remercie. Donc, vous avez abordé le sujet aujourd'hui, là j'ai mis un petit post-it dans le chat. Vous avez abordé le sujet exclusivement sous un angle individuel. Donc, on a vu, il y a eu certaines remarques d'entreprises, c'est pas toujours évident, etc. Est-ce que pour des petites entreprises, il n'y a pas intérêt aussi à travailler sous un angle plus collectif, c'est-à-dire impulser des séances qui ouvrent un peu les œillères, qui permet de stimuler une réflexion collective, soit au niveau d'une filière, d'un secteur,
voilà, hein, je pense que ça peut être enrichissant de travailler les deux dimensions, la dimension individuelle, mais également ne pas oublier la dimension collective, surtout dans nos secteurs qui sont particulièrement où la dimension collective est fondamentale. Hein. Voilà. Alors, je crois, pour vous répondre, Nadine, que c'est tout l'objet de l'action stratégie du contrat agroalimentaire. Le webinaire d'aujourd'hui se situe dans un cadre plus vaste où on a élaboré un guide qui va être diffusé. Il y a d'autres webinaires et l'idée, c'est bien de permettre à des responsables de PME qui n'ont pas forcément ni les moyens ni le temps en interne de pouvoir bénéficier de cette vision stratégique. On est en train de mettre la main à ce guide stratégique avec 6 fiches d'action qui sont des fiches pratiques et qui doivent servir à alimenter la réflexion. Et le webinaire d'aujourd'hui est un des éléments de réflexion qui s'inscrit dans la diffusion de ce guide. Alors, juste pour compléter, il y a effectivement des accompagnements qui ont lieu dans les entreprises sur les stratégies pour co-construire en interne. Et je pense que c'est aussi une bonne idée de faire cette réflexion à l'échelle d'une filière. Alors, moi, j'ai pu le faire sur la stratégie RSE, par exemple, de la filière pommes sur Pink Lady Europe. Mais effectivement, ça peut être intéressant de le travailler plus largement à l'échelle d'une filière ou d'un territoire. Enfin, voilà. Tout à fait. Complètement, hein, c'est ce qu'on disait à un moment, à activer vos parties prenantes. Ben, dans les parties prenantes aussi, il y a les filières, il y a toutes les organisations qui tournent autour de vos métiers que vous pouvez solliciter et en tout cas déléguer des ressources qui participent à ces actions-là. Ben, c'est une façon aussi de vous alimenter sur penser l'après. Hein. Je partage totalement. Surtout que les entreprises agroalimentaires sont dépendantes de leurs fournisseurs. Hein. L'approvisionnement des entreprises, c'est le secteur agricole en général. Et donc, ça peut être déterminant de travailler de concert, surtout aujourd'hui où il y a une recherche de création de valeur, de répartition équitable de la valeur. Et les négociations commerciales, c'est finalement l'aboutissement. Mais derrière, il y a toute une démarche intégrée amont-aval qui doit permettre de renforcer la compétitivité des entreprises. Merci en tout cas de cette remarque, c'est très juste. Bon, le webinaire vous a plu. Alors, on a eu un petit problème sur la technique, mais bon, sur ce qui est un peu dommage, mais c'est vraiment des webinaires qui sont dédiés à impulser une ouverture, une réflexion. Et après, charge aux entreprises de revenir vers nous pour creuser certains sujets en entreprise ou en filière. Pourquoi pas, nous, on est complètement ouverts à ça. Donc, voilà. Donc, merci en tout cas à la DRAF de nous soutenir sur le contrat agro. Ça... Il y a encore du chemin à faire pour nos TPE, PME. Ok. Merci Nadine, du coup.